Pour cette dernière émission de l'an 2018, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de recevoir un confrère parce qu'avec lui, nous allons analyser les temps forts avec la froideur des journalistes. Je vais recevoir pour vous Joël Kadindaga, Impact News, et avec lui, nous allons en tout cas décortiquer cette dernière semaine de l'an 2018 qui a comme enjeu les élections en République démocratique du Congo. Très heureuse de vous recevoir. Très chère sœur, merci beaucoup pour l'amour, l'attention que vous nous avez témoigné toute cette année. À vous et aux téléspectateurs, je présente mes vœux les meilleurs, et particulièrement à votre famille, dont la fille venait également déterminée en journaliste. Merci beaucoup. En tout cas, je profite aussi de l'occasion pour vous présenter déjà les meilleurs vœux pour l'an 2018 à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Congo Web Télévision, à tous mes followers sur les réseaux sociaux, à ma famille, à mes 3 enfants, à Jade Lofoli, à Joël Lofoli, à Jess Lofoli et à leur papa que j'aime beaucoup, Christian Emmanuel Lofoli. Alors, nous continuons, mesdames et messieurs, l'actualité est très surchargée. Nous allons commencer par les élections ce dimanche. Vous le savez, c'est tenu en République démocratique du Congo, les élections, pas dans toute la République, je le précise, parce qu'il y a 3 grandes villes, Joël, il y a Butembo, il y a Beni, il y a Yumbi, où il n'y a pas eu les élections ce dimanche, mais dans le reste de la République, il y a quand même eu des élections. On va en avoir un peu notre reporter sur le terrain, Alain Bianga, qui a sillonné Kin Ouest, parce que vous voyez un peu avec la rapidité de l'émission, avec la rapidité de temps, il a sillonné que Kin Ouest, à Delvaux, à Bobokoli, à Tobongissa et au complexe scolaire Mbemba, où il a pu avoir des images. Comment ça se passe ces élections? Beaucoup de followers nous ont écrit sur le net qu'il y a beaucoup de couacs, il y a des endroits où ça va, mais il y a aussi beaucoup de couacs, que ce soit ici à Kinshasa ou à l'intérieur du pays. Il y a beaucoup d'agents de la CENI qui ne parviennent même pas à manipuler ces machines. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas retrouvé leur nom affiché sur les listes. Même jusqu'à présent, il y a des gens qui étaient désespérés. Il y a même qui ont décidé carrément de ne pas voter, qui sont rentrés chez eux à la maison. Tout premier élément raciste, s'il vous plaît. Quand je suis entré dans la salle, les opérations se sont passées tellement rapidement que je n'ai pas eu aucune difficulté. C'est la première fois que je touche à cette machine, que je la vois de près comme ça. Oui, c'est vraiment bénéfique. Et si vraiment nous allons dans cette allure-là, je crois que le Congo fera son nom. Pour la machine, en tout cas, vraiment, elle est bonne et difforme. Tous à la sentimentaliste était elle est vraiment bonne et difforme. Machine n'a qu'à voter, mutunangai choix nangai opinion n'a voté vraiment n'engue sengeli. Et si je me rappelle encore, ils ont 2 à 3 minutes. Donc c'est un peu ça. Sans mentir, rien comme difficulté. La machine à voter, ce n'est qu'une machine à imprimante. Vous choisissez votre candidat selon les numéros. Ou bien les noms s'affichent, ok, ça passe, vous allez directement, ça va basculer sur députation nationale, vous choisissez votre candidat, ça bascule sur provincial, donc ça moins d'1 minute, bon, tu vois que non, c'est cool, c'est bon. Nous avons constaté que c'est un événement facile, nous avons fait notre doigt sous terre, nous avons voté très facilement et avec l'aide de la machine à voter, et nous sommes quand même très confiants pour la machine à voter. Et nous attendons aussi des bons résultats de la part de la machine à voter. Pas moins de 3 minutes. Ça en était un truc facile. Par rapport au débat politiciens et politiciens qu'on a eu à entendre sur les différents plateaux, j'ai pu expérimenter personnellement la machine à voter, mais c'est un exercice plus facile que le papier qu'on a eu à expérimenter la fois passée. Moi personnellement, on ne m'a pas expliqué. J'ai juste observé et j'ai introduit les bulletins. Et j'ai vu comme l'Android fonctionne et j'ai voté mes candidats, président, député national et député provincial. Oui, les politiciens peuvent parler, mais nous aussi nous devons faire notre part, la responsabilité, c'est-à-dire mener les recherches hormis les politiciens. Joël Kadindaga, vous avez suivi ses compatriotes. Moi, la phrase qui m'a frappé, il a dit les politiciens peuvent parler, et je mets aussi les journalistes peuvent écrire, mais il appartient à la population de surveiller ou de contre-surveiller nos propos. Est-ce qu'il a raison? Totalement raison. Vous savez, depuis que la discussion sur la machine a commencé, plusieurs fois j'ai eu à tester cette machine. En tout cas, même lorsque une fois, Bemba avait parlé de 7 minutes,
En tout cas, je n'avais jamais compris ça. Parce que personnellement, je n'ai pas fait plus d'une minute. Vous avez voté, vous, aujourd'hui? Moi, j'ai voté au lycée technique de Kalam. Dès lorsque vous arrivez, ça va vite pour celui qui utilise les téléphones Android avec l'écran tactile. Ça va très rapidement. Donc, vous cliquez, vous avez la liste de tous les candidats. En fait, ça facilitait la tâche. Vous voyez, à l'époque, donc vous devriez avoir un journal comme celui-ci, l'ouvrir, chercher, vous trouvez votre candidat, vous cochez. Mais ça va. D'ailleurs, beaucoup plus rapide qu'avec le bulletin. Mais maintenant, il appartient aux observateurs, aux témoins, de rester jusqu'à la fin du dernier électeur, lorsqu'il va opérer son choix, pour comptabiliser les bulletins qui sont jetés dans l'urne. Et donc, c'est à ce niveau, dès qu'ils ont comptabilisé manuellement, et qu'ils signent les procès-verbaux, qu'ils prélèvent les copies, qu'ils amènent. Et d'ailleurs, ce soir, comme l'Internet, il nous a été dit que ça va être coupé, mais aujourd'hui, on en a encore. Donc, vous pouvez, si votre parti politique a des témoins sur toute l'étendue de la République, bien sûr que nous avons appris que dans certains endroits, on a refusé aux témoins de quelques partis politiques de l'opposition d'accéder au bureau. Et on signale aussi, ailleurs, nous ne l'avons pas vérifié, qu'à Inongo. Par exemple, lorsque vous cliquez sur le chiffre 4, c'est le 13 qui apparaît. Oui, et puis, mais maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe? La population a arrêté de voter. Dans beaucoup on doit vérifier d'ailleurs, on m'a dit qu'à Kalemi, même le numéro 4 n'était pas là dans la liste des présidents de la République. Donc il y a eu beaucoup de couacs aussi selon vous. Exactement, à Manono, et selon les sources basées localement, elles ont également dit le numéro 4, ça n'existait pas. Bon, ce sont les informations qu'il faudrait davantage encore creuser pour avoir beaucoup plus de précision. Mais sinon, le vote avec la machine, ça s'est passé sans beaucoup de problèmes. Vous avez suivi le reportage vraiment qui a donné le coup de massue à la CENI, le reportage de TV5. On nous a même reproché que nous, les journalistes de la République démocratique du Congo, ne faisons pas bien notre travail parce qu'il fallait que TV5 fasse ce reportage pour que la CENI puisse parler et puisse réexpliquer encore la procédure par rapport à la machine à voter. Est-ce que votre crainte, parce que les gens se posent la question, l'Internet aujourd'hui n'est pas encore coupé jusqu'à ce dimanche, est-ce que c'est pas parce que la CENI a besoin de l'Internet pour pour prendre tous les données, compiler les données et les envoyer pour qu'il y ait les premières estimations dès le 31, le 1er ou le 2, je crois, pour les premières estimations déjà? Non, bon, en fait, on peut bien nous reprocher, les journalistes locaux, mais regardez un peu la manière dont nos autorités, le gouvernement et même les opposants se comportent vis-à-vis des journalistes congolais. Ils sont au départ complexés. Vous avez vu le président de la République, il va quitter le pouvoir au bout de 17 ans. Joseph Kabila n'a jamais réservé une primeur ou une exclusivité aux médias congolais. Bon, on peut dire, comme on me l'a dit sur mon mur, non, on aime trop l'argent, nous sommes partials, mais tout ça, nous sommes pas expérimentés, mais à la RTNC, il peut réserver la primeur, il peut réserver l'exclusivité de certaines communications qu'il doit faire à la RTNC. L'ACP, Madame Paulette, était la meilleure agence au monde. Moi, j'ai commencé mon travail de journaliste à l'agence congolaise de presse, Alex Azap. C'était la meilleure parmi les grandes agences francophones. Après l'AFP, on citait l'ACP. Mais aujourd'hui, l'ACP est l'ombre d'elle-même. Et des meilleurs journalistes, des routiniers de la presse congolaise sont en train de trimer. Et durant les 17 dernières années, j'ai comme l'impression que le président de la République s'est adonné à détruire cette grande agence de presse. Donc, mais on peut le dire. Mais quand vous regardez tout ce jour ici, nous disons ce qui y a été fait comme travail par nos confrères de TV5 Monde. Et
Qu'est-ce qui s'est passé? La sanction n'est-il pas le fait qu'on n'a pas accrédité d'autres journalistes de leur organe? Parce qu'on a, on a ouï dire qu'on n'a pas ajouté d'autres personnes, on a refusé l'accréditation d'autres journalistes de TV5, de France 24, de RFI. Simplement, c'est qu'ils sont là, qui continuent leur travail. Oui, c'est pas une sanction aussi par rapport à ce reportage? Exactement. Bon, ça peut paraître également comme un règlement de compte. Parce que vous avez dit que non, les données seront transmises électroniquement. Oui, c'est vrai, parce que ça ne dépend pas de cet Internet, parce que la CENI avait disposé du VSAT et il peut travailler même sans Internet. Okay. Ils ont un système Internet, un intranet à l'intérieur de la CENI. Ça voudra dire, lorsque vous avez comptabilisé le bulletin, on va comparer avec les données qui sont sur les cartes mémoire, sur le flash disk. Ils vont comparer avec les résultats qui seront manuellement comptés dans l'urne. Et après, ils vont comparer, prendre et le bulletin et les données, le flash disk amené dans le centre de compilation. Donc ça n'a rien à voir avec la transmission des données. À moins pour des centres où il n'y a pas eu de témoins pour prélever leur propre bulletin. Mais dans les centres où un parti politique a ses propres témoins, c'est très facile à être... Globalement, aujourd'hui, Joël Kadé-Ndanga, à part, vous savez, il n'y a pas comment on les appelle encore, les thèmes... Non. Les observateurs. Ouais, merci. Deux fois, avec le direct, le mot échappe. Les observateurs de l'Union européenne, ils ne sont pas là. Est-ce que selon vous, si on vous disait de donner des points par rapport à ces élections sur l'échelle de 10, les élections d'aujourd'hui, vous les estimez à combien? Non, en tout sur cas, l'échelle de 10 aujourd'hui? Non, de la manière dont personnellement j'ai voté, en tout cas, on peut aller à 7 sur 10. À 7 sur 10. Oui. Mais avec les listes de certains compatriotes, ils ont dit qu'ils n'ont pas retrouvé leur nom. Comme moi, personnellement, je n'ai pas retrouvé mon nom là où j'ai pris ma carte d'électeur. Il faut des dérogations et tout. Alors, comment ça va se faire? Est-ce qu'on va prolonger les élections pour ceux qui n'ont pas voté ou quoi? Qu'est-ce que la CENI prévoit selon vous? Est-ce que vous avez déjà des informations par rapport à ces couacs-là? Non, la CENI avait dit aujourd'hui. Non, pour ceux qui seront dans les rangées, ils vont distribuer les jetons. Donc si on arrive à 17h, à 18h, qu'il n'y a plus moyen de continuer à voter, on va remettre les jetons. Vous pourriez voter demain. Comme vous qui n'avez pas pu voter aujourd'hui, éventuellement, si vous avez eu votre jeton, on va vous permettre de venir exprimer votre devoir civique demain. C'est ce qui a été dit par Kalamba, par Nanga, et ainsi de suite. Mais si on peut revenir sur les observateurs et sur les journalistes occidentaux. C'était une option qui avait été levée par le gouvernement. Vous savez qu'aujourd'hui, on est en froid avec l'Union européenne, dont le représentant venait d'être pratiquement chassé par le gouvernement quinois. Mais vous sentez, les autres disent même humilié publiquement, selon... Il a vraiment été humilié. Ils ne sont pas passés par les voies diplomatiques pour le lui dire. Il paraît que c'était en direct comme ça et c'était une sorte d'humiliation. Mais là, vous sentez que notre gouvernement est frappé un peu par une sorte de nervosité, une sorte Ça, ce sont des signes qui montrent qu'ils n'ont plus le contrôle d'eux-mêmes. Et mon interprétation, c'est quoi? C'est que le gouvernement congolais soutient les graves violations des droits de l'homme. Parce qu'on ne peut pas comprendre, madame. Tout est établi. Même par notre justice militaire dans l'affaire qui est en train de se passer, qu'il s'agit de Kamouina Sapou ici, elle a été, je crois, prise en délibéré. Il y a eu des gens qui ont été également condamnés. Ou à Kananga, il a été établi qu'il y a des officiels congolais dans l'armée, comme Alané, qui ont collaboré dans la mort de Madame Sharp et M. Catalan. Et qu'est-ce que je dis? M. Sharp et Madame Catalan. Donc, ça a été établi. Mais un gouvernement responsable, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que vous avez un magistrat suprême, qui est le chef de l'État, mais contradit ces gens devant la justice, qu'ils répondent de leurs actes. Pourquoi ont-ils donné des ordres pour que les experts des Nations Unies soient tués? Et qui a creusé le fosse commune? Qu'on établisse les responsabilités. Nous allons prendre le plus grand dossier encore, toujours par rapport aux élections, c'est le report des élections à Béni, à Butembo et à Yumbi. Vous savez, cela a suscité beaucoup de désolation, surtout par rapport à cette population. Il y a même
certains compatriotes, par solidarité, moi, ils m'ont écrit, ils ont dit en solidarité à la population de Béni, ils ne voteront pas. Il y en a qui ont assumé ce choix. Ils ont dit, ils sont congolais. Moi, je suis congolais, je ne vote pas tant que la population de Béni ne votera pas. C'est leur option. Donc, nous allons voir la déclaration de la CENI par rapport à cela, la réaction de l'Abbé Chogué, la déclaration de l'Amouka par rapport à cette situation et évidemment la population qui a réagi par rapport aux élections sans Béni. Les élections directes dans les circonscriptions électorales de Béni, Béni-Ville et Butembo-Ville, en province du Nord Kivu, ainsi que Yumbi, dans la province de Mai-Ndombe, initialement prévues le 30 décembre 2018, sont programmées au mois de mars 2019 et feront l'objet d'un calendrier spécifique. C'est confirmé, la CENI décide de reporter au mois de mars 2019 les élections directes dans les circonscriptions électorales de Béni, Béniville et Butembo-Ville en province du Nord Kivu, ainsi que Yumbi dans la province de Mai-Ndombe. À en croire la déclaration relative à ces nouveaux reports lue ce mercredi par le rapporteur de la centrale électorale. La CENI s'est dit préoccupée notamment par la maladie à virus Ebola et les terrorismes dans ces zones. Considérant la persistance de l'épidémie de la maladie à virus Ebola, qui continue de sévir dangereusement dans les circonscriptions électorales de Béni, Béniville et Butembo-Ville dans la province du Nord Kivu, ainsi que la menace terroriste qui plane sur cette région avec des crimes, des actes criminels récurrents perpétrés par des bandes et milices armées. Considérant en outre que les élections suscitent des mouvements importants des électeurs vers les lieux de vote, entraînant ainsi des concentrations et une forte promixité de la population, augmentant les risques de propagation de cette maladie et favorisant opportunément les attaques terroristes, en sus le déploiement des agents opérationnels de la CENI, des témoins, des observateurs électoraux et surtout des journalistes dans ces contrées les exposent aux mêmes menaces relevées ci-dessus. De même, considérant des incidents meurtriers survenus dans la nuit du 14 au 15 décembre 2018 dans les territoires de Yumbi, en province de Mai-Ndombe, ayant occasionné un déplacement massif des populations, la destruction de tous les matériels et documents électoraux, les pillages des entrepôts et installations de l'antenne de la CENI, ainsi que la tension persistante ne permettant pas la tenue dans cette circonscription des scrutins apaisés dans les délais impartis. Il est aussi clair, selon la même source, que ces circonscriptions électorales ne pourront participer à l'élection présidentielle dont la publication des résultats et la prestation de serment par le président élu sont programmées respectivement le 15 janvier et le 18 janvier 2019. Selon le rapporteur de la CENI, cette décision a été prise en concertation avec plusieurs parties prenantes. Face à cette situation, 1. La coalition Lamouka dénonce vigoureusement les mensonges contenus dans la décision de la CENI, consistant à affirmer que les parties prenantes au processus électoral auraient été consultées. 2. La coalition Lamouka exige que la CENI retire instamment cette décision injustifiée et organise des élections sur toute l'étendue de la RDC sans aucune discrimination. 3. Le peuple congolais, qui a été très patient, qui a déjà accepté 3 reports, a même accepté que l'échéance dépasse 2 ans, dit maintenant, trop c'est trop. La CENI vient de dépasser la ligne rouge. 4. La coalition Lamouka prend à témoin l'opinion nationale et internationale, en l'occurrence les Nations Unies, l'Union européenne, l'Union africaine, la SADC, la CIRGL, et les interpelle pour qu'elles obtiennent de la CENI la levée immédiate de cette décision
susceptibles de fragiliser l'ordre et la stabilité dans la sous-région de l'Afrique centrale. 5. Le peuple congolais exprime sa solidarité avec ses frères et sœurs de Beni, Butembo et Yumbi et leur dit qu'il ne les abandonnera jamais. 6. Par cette solidarité, la coalition Lamouka demande à tous les Congolais de refuser catégoriquement d'obéir à cette décision qui constitue un ordre manifestement illégal conformément à l'article 28 de la Constitution et lance un appel à une journée ville morte sur toute l'étendue de la République ce vendredi 28 décembre 2018. Et nous venons d'en prendre connaissance juste avant d'entrer dans la salle que les élections sont reportées par la CENI pour le territoire de Beni, Butembo et Yumbi jusqu'au mois de mars. C'est une décision très grave. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas interdit la campagne où les gens étaient plus exposés et on attend après la campagne, on a constaté l'engouement qu'on a autorisé. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas interdit aux gens de ne pas aller aux églises où les catholiques, par exemple, les prêtres touchent les gens en donnant la communion en bénissant? Pourquoi seulement maintenant? Autant de questions qui doivent être posées. Je vais me limiter au niveau de ces questions-là et si réaction officielle il y aura, vous les saurez. Mais c'est vraiment curieux. À mon niveau, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je trouve qu'il y a quelque part quelque chose, un agenda caché. Nous avons suivi ce très grand dossier lié à Beni. Question directe, Joël Kadendanga. Décision politique? L'exclusion de Beni, Butembo et Yumbi? Maladie aussi politique. En tout cas, fièvre à virus Ebola aussi politique. Nous l'avions dit lorsque cette maladie avait été déclarée là-bas. Vous savez, depuis 2014, le gouvernement est incapable de donner la paix à nos sœurs et frères de Beni, de Butembo. Mais aujourd'hui, au-delà de leur meurtrissure dans leur cœur, d'avoir perdu des proches parents, on leur prive encore un devoir, un droit civique. Non, c'est méchant de la part de ce gouvernement. Et là, c'est méchant sur base de quoi, madame? Sur base d'une lettre du ministre de l'Intérieur. Eux qui ont le devoir régalien d'assurer la sécurité de personnes et de leurs biens, ils ont laissé, vous avez entendu un de nos compatriotes, le révérend Cholet, lorsqu'il dit, c'est vraiment une décision politique, c'est vraiment politique, parce qu'on ne peut pas comprendre. Les gens ne comprennent pas qu'on a battu campagne avec cette masse. Il y a eu d'abord l'enrôlement. Donc les candidats qui reviennent de là ont peut-être Ebola, Fatia peut-être Ebola, Martin Fayoula peut-être Ebola, on ne sait jamais. Mais quelle est l'activité qui draine beaucoup de monde? Est-ce la campagne électorale? Est-ce les cultes et les messes qui sont organisées en ces lieux? Ou c'est une ligne? Parce que nous avons, c'était avec le président Nanga à Pullman, il avait dit, il y a eu une commission ad hoc qui était mise en place, les services de renseignement, les FARDC, la police, ainsi que le ministère de la Santé publique, qui avait déjà mis les dispositifs, notamment les thermomètres, l'eau pour l'eau et les détergents devant tous les bureaux de vote. Donc les dispositions. Vous avez suivi d'ailleurs la dernière sortie du président de la République qui a dit que plus ou moins 500 personnes peuvent être contaminées avec une seule machine. Vous avez suivi sa dernière sortie médiatique. S'il vous plaît, madame, s'il y a les détergents, quelqu'un arrive à l'entrée du bureau de vote, il se lave, il vote et il sort.
les dispositions avaient été prises déjà. Qu'est-ce qui a changé à la dernière minute? C'est que l'abbé Scholl ne comprend pas, c'est que la population quinoise ne comprend pas, la population du Congo profond ne comprend pas. À quelques jours des élections, qu'on prive ces gens de ce droit civique, comme vous l'avez dit. Si toutes les dispositions ont été prises. Donc, vous comprenez que ce gouvernement ici ou la CENI, il n'était pas prêt pour organiser ces élections. C'est la décision de l'opposition d'aller avec ou sa machine qui a changé la donne. C'est pas cette masse qu'a drainé Fayoulou et Fachi à l'est de la République qui a fait peur à, je ne sais pas, bon, disons, à la CENI ou au FCC, je ne sais pas, pour qu'on puisse ravir ce droit de vote à ses compatriotes. Non seulement la masse, mais c'est une population très hostile au gouvernement de Kinshasa. C'est une population qui ne peut jamais voter pour l'ancien ministre de l'Intérieur. Mais en 2006, en 2011, ils ont pourtant voté massivement pour le camp de la majorité présidentielle. Il y avait celui, le Rwandais qui est à la Cour pénale internationale, c'est qui le général Tanganda. Bosco Tangana, mais il avait ravi toutes il avait pris toutes les urnes, toutes les machines sont allées opérer les votes, ils ont bourré les urnes et ils sont venus remettre ça à la scène. Vous l'aviez appris à l'époque. C'est ainsi que le vote à Béni, Boutembo et consorts, Kabila avait été voté à plus de 110%. Hein? Vous vous rappelez, c'était pratiquement ce qui a été fait à l'époque. Et aujourd'hui ici, encore un nouvel élément. Il n'y a que Fayoulou qui a battu campagne à Boutembo. Hein, mais à Félix Boutembo, il n'y a que n'a pas pu y être. Chadar n'y est pas arrivé. Donc, bon, et les autres là, bon, qu'on ne compte même pas. Donc, bon, les autres là, ils ont battu campagne ici dans les Twitter, sur leur mur de Facebook et sur WhatsApp, et qui n'ont pas été là-bas. Donc c'est vraiment une sanction, c'est injuste, c'est méchant et c'est cynique. C'est qu'un internaute m'a dit de vous poser cette question, Joël Kanendanga. Donc on a privé aux compatriotes de Béni, Boutembo et Yumbi l'élection présidentielle. Donc il n'y aura jamais d'élection présidentielle pour ces points-là, mais les législatives et les provinciales au mois de mars, c'est ça la réalité? Ils ne pourront voter qu'au mois de mars pour les présidentielles. Non, mais pas les présidentielles. C'est ce que moi j'ai appris, c'est pour ça que je voulais avoir votre confirmation. Donc pour eux c'est fini pour les présidentielles. Ils ne vont pas voter pour les présidentielles. Mais là où il y a un couac, c'est ce que je crains, parce que la circonscription électorale du chef de l'État, c'est toute l'étendue de la démocratie du Congo. Exactement. Ce que je crains est qu'un quidam candidat à la présidence puisse aller saisir la Cour constitutionnelle. Il n'a pas été élu dans toute la République. Par conséquent, on annule c'est ça le risque. Est-ce qu'il y aura risque qu'on puisse invalider ces élections, parce que ce n'est pas toute la République qui a voté le candidat président de la République? Comment ils vont se reconnaître et dirigés par celui que n'ont pas désigné? Donc ça pose d'abord un problème d'éthique et ça pose également un problème de la légalité, hein, de ce président, parce que sa circonscription électorale, c'est toute l'étendue du pays. Yumbi ne va pas se reconnaître dans ce président qui sera élu. Béni, Boutembo, ville comme territoire, ne vont pas se reconnaître dans ce président qui sera élu. C'est là qu'on ne comprend pas. Et là, j'ai peur que ça ne puisse être encore un piège de ce régime pour faire invalider. Parce que lorsque l'élection présidentielle sera invalidée, la conséquence c'est quoi? La conséquence c'est que le président restera jusqu'à l'installation du président élu. Et donc c'est là que ça pose problème. C'est tout ce que je crains. Je crains que ça puisse être un piège. Nous continuons, mesdames et messieurs. Nous allons à la CENI, comme vous le savez, hein, cette semaine. Avec l'incendie des bureaux de vote à Kinshasa, il y a eu vraiment quelques zones d'ombre. On se disait peut-être même à Kinshasa, il n'y aurait pas eu des élections. Mais pour ce troisième sujet, nous allons avoir l'arrivée de dernier lot de bulletins parce que les élections se sont tenues ce dimanche. Et le message de Monseigneur Fridolin Ambongo. Il n'y a plus d'obstacles quant à l'organisation de scrutin le 30 décembre courant. La Commission électorale nationale indépendante a réceptionné plus de 3 millions de bulletins de vote à Kinshasa. Ces imprimés vont permettre à la centrale électorale d'être techniquement prête pour le scrutin prochain. Cette opération n'est qu'un maillon de la chaîne de production de bulletins de vote et de reconditionnement de machines à voter perdu à la suite de l'incendie de l'un des entrepôts de la CENI à Kinshasa.
Pour rappel, plus de 5 millions de bulletins de vote contenus dans les mallettes de machines à voter ont été détruits suite à cet incendie. Soulignant qu'à cette occasion, les membres de la délégation de l'Union africaine ont été conviés à observer cette opération lors de leur passage à la centrale électorale en vue de se rassurer davantage de la tenue des élections le 30 décembre 2018. C'est un message d'encouragement et d'espérance que Monseigneur Fridolin Ambongo a adressé ce lundi 24 décembre aux diocésains et diocésains de Kinshasa à l'occasion des fêtes des nativités. Comparant la situation actuelle des Congolais au récit biblique du peuple d'Israël affaibli par l'exil, Fridolin Ambongo a voulu susciter l'espoir dans le chef de la population au fait que le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu s'élever une grande lumière et d'ajouter que le Seigneur s'est toujours souvenu de son peuple. À en croire l'archevêque métropolitain, la vraie paix en RDC implique à la fois le respect de la date de l'organisation des élections, mais aussi le respect de la volonté du peuple exprimée dans les urnes. J'ai avec moi un journaliste. J'aimerais bien, avant que nous abordions ce sujet de l'arrivée du dernier lot de bulletins, parce que de toutes les façons, les élections ont eu lieu, donc ces bulletins sont arrivés. Comment les journalistes, Joël Kadendanga, ont géré cette campagne? Parce que j'y reviens, j'ai un grand journaliste avec moi. Vous croyez que les journalistes, pendant cette campagne, ont bien fait leur travail? Je profite de l'occasion pour saluer Stani Boujakera d'actualité.cd qui a battu vraiment un travail de terrain. Et c'est grâce à lui qu'en tout cas nous sommes informés à la minute. Bravo à votre travail. Je salue en tout cas le travail de terrain de Jeff Caleb. Je salue le travail d'Edmond Izouba. Je salue le travail de Rachel Kitita, en tout cas une des seules femmes qui est vraiment sur le terrain, qui se bat comme un homme. Voilà. Donc, est-ce que nous avons réellement bien fait notre travail surtout sur les réseaux sociaux et aussi dans la vie active? On nous a reproché beaucoup de choses pendant cette campagne. Non, vous savez, les problèmes, nous avons pour la plupart été mis au monde par la dictature. C'est que j'ai constaté que la population congolaise n'est pas encore prête à accepter la diversité dont la RDC est caractérisée. Donc on a 450 tribus, 450 langues. C'est une multinationale en quelque sorte. Donc nous avons beaucoup de nations. Mais notre population veut que nous imposions leur choix. Dans la presse, les faits sont sacrés. C'est vert, mais il appartient à la ligne éditoriale du journaliste de commenter suivant cette ligne éditoriale. Vous pouvez être de gauche, vous pouvez être du centre, vous pouvez être de droite. Et c'est là que la population ne comprend pas. Mais c'est dont on nous a reproché, notamment, je vois Kalome Botoamungu qui est à Nantes. Depuis Nantes, oui, coucou à toi. Oui, qui dit la seule erreur que nous avons commise et qui a fait que les Bitakwira, les autres deviennent, c'est cette presse des questions-réponses. Cette presse qui ne cherche pas à creuser. Et pourquoi on ne creuse pas? Dans les 17 dernières années de Joseph Kabila, on a perdu plus de 10 journalistes. On oublie souvent. Quiconque a tenté de creuser, vous rappellerez de ce que notre confrère Boto avait publié pendant que les enseignants ici étaient en grève. Il avait révélé un dossier pour lequel, lorsque les Reporters sans frontières et GED ont posé la question au président de la République, il était devenu tout rouge au sujet de Patrice Boto qui avait connu la prison tout simplement pour avoir dit que le chef de l'État aurait donné à l'époque 30 millions de dollars à l'éducation nationale en Tanzanie. Donc, ce qui fait que tout journaliste congolais a cultivé une sorte d'autocensure. D'autodéfense. D'autodéfense. C'est-à-dire, vous pouvez avoir les éléments, c'est ce que nous disons. Vous pouvez avoir tout. On garde 90% de la vérité avec nous. On va mourir avec ces 90%. Mais on met à la disposition du public 10%. Bien sûr. Et des fois, on les refile à d'autres presses, et surtout internationales, et qui ont la capacité d'écrire la moindre des choses, ils pourront simplement se faire expulser. Mais je peux vous dire, je peux vous donner la vérité, que le Congophile qui a révélé la participation du gouvernement congolais dans le meurtre de 2 experts, ce sont les journalistes congolais. Exactement.
Et Sonia relie les dossiers qu'il a traités sur Kamina Sapou, les 80 fausses communes qui ont été découvertes. Ce n'est pas Sonia qui connaît le Kassai, il ne connaît pas Bunkonde. Ce sont des journalistes congolais qui l'ont conduit. Mais parce que vous avez développé une sorte d'autocensure, c'est que Chivis, évidemment, condamne. Mais qui peut accepter? Il n'y a pas un reportage qui vaut la vie, madame. Il n'y a pas une enquête qui vaut la vie. Il n'y a pas une enquête qui vaut la vie. Est-ce que c'est pour dire qu'ils sont peureux? Non. Mais sur base de 15 journalistes, Franck Ngike, Bapou Amwamba, Serge Maéché, vous en avez autant qui ont été tués. Notre grand Moussé Mediaoué l'a dit d'ailleurs dans un atelier, vous l'avez dit, oui. Il n'y a aucune enquête qui vaut la vie. Moussé Mediaoué nous avait soufflé ça à l'oreille de toutes les façons. Non, c'est ça qui fait qu'on peut critiquer. Vous savez, mais la partialité des journalistes qui soutiennent tel ou tel candidat, est-ce une faute professionnelle selon vous, Joël Kadim? Madame Paulette, le journaliste est aussi citoyen. Je venais de voter. En tout cas, je n'ai pas voté les 21 candidats à la présidentielle. J'en ai voté un seul. J'ai voté un seul candidat à la députation nationale. J'ai voté un seul candidat à la députation provinciale. Le respect de l'éthique de la déontologie, c'est dans le développement de mon papier, comme j'ai écrit Impact News devant vous. C'est dans la présentation de faits. Ici, comme analyste, je puis avoir de sentiments. Est-ce que vous devez influencer les électeurs à voter tel ou tel candidat? C'est votre rôle là. Non, vous ne pouvez pas. Vous présentez les faits. Quitte à l'opinion de prendre sa propre décision. Ça arrive, je ne sais pas, prenons un exemple, aux États-Unis par exemple, il y a des grands groupes de presse qui à l'époque, lors des élections entre Trump et Clinton, ont carrément choisi Clinton. Et d'ailleurs, c'est le combat que mène aujourd'hui Trump contre les médias classiques, c'est ça, parce que les médias classiques, les médias traditionnels avaient pris position pour Trump et selon lui, c'est la bête à abattre. Alors, où doit-on nous limiter en fait, à donner que les faits et nos positions nous les gardons pour nous? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, les gens ne savent pas les fake news sont venus d'où? Les fausses informations ou l'information fabriquée. C'est venu des États-Unis d'Amérique. Et c'est durant la campagne de Trump contre Clinton que ce sont les journalistes. Donc les fake news est fabriqué autant par les journalistes professionnels que par les citoyens lambda. Et on le fabrique, on le présente. Pourquoi? C'est pour désorienter et les opinions. C'est ce que j'ai dit, même quand j'ai vu qu'il s'agit de votre mur ou le mien, quand les gens viennent pour critiquer, pour insulter, pour attaquer, je leur dis, j'ai mes propres droits. Mais pendant la campagne, je dois présenter le fait. Et les faits là peuvent être orientés. Et qu'est-ce qu'on cherche? C'est à influencer l'électorat pour telle ou telle autre tendance ma ligne éditoriale, à laquelle ma ligne éditoriale obéit. Il n'y a que ça. Donc, et puis, tout ce que je ne comprends pas dans notre population, c'est comme si les journalistes, lui, vivent sur une autre planète et les politiciens qui sont corrompus, les politiciens qui corrompent, les députés qui sont corrompus, qui corrompent, les magistrats qui sont corrompus, qui corrompent, eux vivent en République démocratique du Congo et que les journalistes, eux, vivraient sur une autre planète. Chaque pays a des dirigeants qu'il mérite, autant chaque pays a la presse qu'elle mérite. Mais je vous dis, nous avons encore un combat, nous la presse, à mener pour que l'on comprenne les principes généraux de la démocratie. On a 450 tribus, autant nous devrions nous accepter, nous tous. Ce qui devrait faire notre force, c'est cette diversité. Avant de prendre le propos de Fridolé, de Monseigneur Fridolé Ambongo, il faut beaucoup de respect. Ce rélan de tribalisme qui a refait surface. Nous vivons dans les réseaux sociaux où vous et nous sommes journalistes, des influenceurs comme on dit, mais ce rélan de tribalisme, comment vous l'expliquez? Parce que moi, je ne mâche pas moi je le dis. Parce que moi, on me dit comme je suis ainsi, je dois soutenir automatiquement Martin Fayoulou. Ou si je soutiens Martin Fayoulou, c'est parce que je suis ainsi. Ce raccourci-là, comment on en est arrivé là? Donc, peut-être que tout ne peut pas soutenir Martin Fayoulou parce qu'il est compétent, parce qu'il est ici. Je le soutiens parce qu'il est de la province de Kwilu comme moi. Comment ce raccourci-là est arrivé là, aujourd'hui? Donc, vous savez, le régime de Kabila ici, comme son nom l'indique, c'est la tribu. C'est la tendance au tribalisme. Donc, Kabila, en Swahili, c'est la tribu. Donc, c'est une influence autant de son nom, autant le travail que Kabila fait durant les 17 dernières années. S'il faut faire le bilan, c'est nous retourner vers le tribalisme. Vous avez vu, aujourd'hui, pour connaître que tel ministre est de telle ou telle autre
espace linguistique, ce n'est pas difficile. Arrivé dans son, à sa réception, au protocole, vous allez entendre la langue que les gens parlent. Et ils ont travaillé pour cela. Et pourtant, les Belges, ils savaient que c'était la grosse faiblesse de la RDC constituée de 450 tribus. Et ils ont fait en sorte qu'il y avait des mutations à l'époque. Et c'est qui fait que Mobutu, quand il est arrivé, je parle toutes les 4 langues nationales, mais c'est parce que vous pouvez partir de l'Équateur, vous retrouvez au Kassai comme Émile Bongeli ici, il connaît très bien les Chiluba, et pourtant il est de la province orientale. Mais il a dirigé Kananga. Mais Mobutu comprenait qu'il devait partir. C'est ainsi qu'il a dit, après moi, c'est le déluge. Il savait. Et c'est ainsi qu'il a remis la territoriale des autochtones. Ce qui a détruit, moi je pense. Et Kabila arrive, il a renforcé cette destruction. Et heureusement que chez nous, ce n'est pas comme au Rwanda où il y avait 2 tribus. Si, en tout cas, nous n'avions que 2 tribus, je crois que Kinshasa serait à sang et à feu. Et ils ont préparé les choses à ça. Vous avez vu, madame, c'est déjà la balkanisation de l'intérieur. Parce que c'est ça ce que les gens disent. Que nous parlons de la balkanisation. Nous pensons que la balkanisation, c'est le fait qu'on puisse prendre une partie de la République et tout ça comme le Sud-Soudan. Ou c'est ce que nous vivons déjà. C'est déjà de la balkanisation. Non, le Congo est déjà balkanisé, madame. Le Congo est déjà balkanisé. Et lorsque vous considérez, d'abord sur le plan économique, la balkanisation a déjà été réussie, parce que sur le plan économique, vous avez tous les pays de l'Est dépendent, en tout cas, de l'Ouganda, du Rwanda, du Kenya, et même ils sont d'ailleurs approvisionnés par le Kenya, le Rwanda et le Burundi. Et il est des endroits, notamment dans la province orientale, où c'est les shillings ougandais qui circulent. Donc la balkanisation a été réussie. Vous avez vu, et je l'ai décrié dans mon journal, je prends 3 personnes, 3 grands leaders, pour vous dire qu'après ces élections, même Rwanda a eu peur que ce soit les toutes dernières élections. Vous prenez Mouzito sur RFI, il dit non, l'électorat c'est linguistique. Non, il y a eu Takizala qui a été voté au Katanga, Takizala et du Bandundu. Il y a eu Checha qui a été voté à Kipushi. Il est d'où? Il est de l'Omami. Il y a eu des députés ici au Bakongo, Kassaïens, qui ont été votés ici à Matadi. Donc les votes ne peuvent pas être linguistiques. Et c'est là où je dis, ces votes linguistiques, c'est les votes purement fondés sur les stars, sur les vedettes. C'est là où nous disions que nous, presse, nous devions apprendre à notre population de voter programme, de voter idéal. Vous savez, même aujourd'hui, lorsque j'ai fait circuler le micro-baladeur, bien sûr que le vote est secret, mais vous voyez quelqu'un qui a voté Fayoulou à la présidence, mais au Parlement, il a envoyé quelqu'un du FCC. Au Parlement provincial, il a envoyé quelqu'un du FCC. Et pourtant, c'est avec l'introduction du seuil électoral. Le vote, ce n'est pas parce que Mme Paulette est là ou Christelle Vanga est là et vous passez directement comme étaient passés nos amis Basile, Olongo et consorts. Non, ici, c'est le parti qu'on vote. Donc, si votre parti, vous pouvez avoir 18 millions de voix, mais aussi longtemps que votre parti n'a pas encore atteint le seuil, vous échouez. Et c'est ce que les gens n'ont pas compris. Et même tous ceux qui n'ont pas associé à leur photo de campagne leur regroupement politique, ils vont échouer parce que quelqu'un va voir, non, Joël Cadet, c'est une star de la télévision, c'est une vedette, il va me voter, c'est vrai. Mais est-ce que mon regroupement politique aura atteint les seuils électoraux? Pourtant, ces élections ne devraient pas être linguistiques ou ne devraient pas être tribales, parce que vous pouvez, dans votre tribu, tout le monde vote parce que vous êtes Kassaïen, vous êtes Yansi, mais votre parti politique au Katanga, on n'a pas voté, vous n'avez pas atteint les seuils électoraux tels qu'exigés, et vous allez perdre. Et ça sera des contestations en contestation. Mais deuxième personne, c'est Kamere, qui dit non, si Fayoulou passe, le Premier ministre, ça sera Mbemba, président de l'Assemblée nationale, ça sera Mouzito, et la Banque centrale, ça prépare à la balkanisation. Et la personne qui vient tout brûler, c'est madame la première dame. Non, la première dame qui vous dit un truc qui passe comme blague dans les bus ici, alors il prend ça et s'attaque au Kassaïen. Comment une première dame peut faire ça?
Et vous avez vu, parce que ces propos ont été tenus, je crois, 48 heures après, les gens de Tchikapa sont allés s'étaler à l'aéroport pour ne pas recevoir Fayoulou. Une première dame peut vraiment se comporter de cette façon. Et vous sentez qu'il dit, donc elle s'est fait, première dame, des Baswahili contre ceux de l'Ouest ou contre ceux du centre. Et là, vous sentez que nos leaders, c'est comme s'ils ont déjà reçu les consignes de couper en morceaux la République démocratique du Congo. Je crois que ce souhait n'arrivera jamais. Nous avons tenu 60 ans. Nous tiendrons encore plus de 100 ans. Nous allons parler maintenant, mesdames et messieurs, de la SADC. Vous savez, la SADC est arrivée à Kinshasa par rapport à la signature de l'acte d'engagement. Ils se sont battus pour que les 3 leaders, parce que les autres candidats, on n'a même pas pensé à eux, dommage. Mais vous le savez, il n'y a que le FCC qui a signé cet acte d'engagement. Les 2 autres ne l'ont pas fait parce que, selon eux, les amendements, la SADC n'a pas tenu compte, la SADC a déposé, en tout cas, a claqué la porte et tout ça. Donc, plus de détails racistes, s'il vous plaît. Les chefs d'État de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs et de la communauté de développement de l'Afrique australe se sont amplement apaisantis à l'occasion du mini-sommet CIRGL et SADC sur la situation politique en République démocratique du Congo. Après plus de 6 heures d'échange au Palais du Peuple à Brazzaville, les présidents congolais Denis Sassou Nguesso, aussi président en exercice de la CIRGL, namibien Agé Gegob, aussi président en exercice de la SADC, Botswanais Mogweti Mosisi, Angolais Joao Lorenzo et Zambien Edgar Lungu, ainsi que le représentant du président rwandais ont exprimé leur vive préoccupation face aux actes de violence qui ont émaillé la campagne présidentielle en RDC. Tout en condamnant ces violences, ils ont encouragé le gouvernement de la RDC à assurer la sécurité de tous les candidats et à garantir la paix et la sécurité. S'agissant du processus électoral en République démocratique du Congo, les chefs d'État ont exprimé leur vive préoccupation face aux actes de violence qui ont émaillé la campagne électorale dans certaines localités du pays et qui sont de nature à compromettre la sérénité des élections. Les chefs d'État ont rappelé la nécessité de mettre en œuvre les différents engagements pris dans le cadre du pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs et de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et le développement en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Ont-ils fermement condamné les violences perpétrées dans l'est de la République démocratique du Congo par des groupes armés contre les populations civiles et les forces de la mission d'observation des Nations Unies. Les chefs d'État ont déploré la destruction à Kinshasa le 13 décembre 2018 d'une partie du matériel électoral. Ils ont réaffirmé leur profond attachement à la tenue d'élections apaisées, libres, démocratiques et transparentes. Face à la résurgence de l'épidémie d'Ebola dans la localité de Béni, les chefs d'État de la CIRGL et de la SADC ont exhorté la communauté internationale à venir en aide à la RDC. Les ministres congolais des Affaires étrangères et namibiens sont chargés de se rendre à Kinshasa avant la fin de cette année pour rendre compte au président Joseph Kabila Kabange des délibérations de ce mini-sommet de Brazzaville. Ces élections soient crédibles et transparentes, élections donc non violentes. Nous, les FCC, représentés par moi-même, M. Emmanuel Ramazani Shadari, candidat président de la République, nous venons de signer cet engagement qui dit que nous nous engageons donc pour qu'il n'y ait pas de violence demain. Nous appelons donc les Congolais à aller voter massivement la journée de demain, sans violence. Nous avons ici les documents d'acte d'engagement pour les élections apaisées. Nous avons formulé des amendements en rapport avec le processus parce que l'opposition voudrait qu'à l'issue du scrutin de demain, que la vérité des urnes puisse triompher.
Et donc nous avons formulé des amendements clairs qui sont en train d'être étudiés et nous revenons signer à 19h. La SADC nous a demandé, sur base des documents que j'ai ici, qu'on nous a donnés hier, de faire des amendements. On s'est convenu qu'on devait faire des amendements. Nous avons fait des amendements, nous, la MOUCA et les amis de CACH, les deux équipes ont fait des amendements. Les amis du FCC n'ont fait aucun amendement. Et nous sommes venus, et la CENI dit qu'elle ne signe pas. Mais comment? La CENI dit qu'elle ne signe pas, nous on dit non, si vous ne signez pas, donc il n'y a pas de documents à signer pour nous non plus. Et finalement, la CENI a pris les documents d'hier, tels que c'était fait hier, on a ajouté un endroit marquant la CENI comme témoin. Alors nous on a posé la question en se disant, donc ça veut dire que l'FCC, CACH et la MOUCA qui sont en conflit pour ces élections, nous tous nous avons des problèmes avec la CENI parce que la CENI n'a pas su organiser le processus correctement. Joël Cadet, un internaute m'a écrit une fois et je vous pose cette question. Est-ce que l'ingérence des Africains est une bonne ingérence par rapport à l'ingérence occidentale? C'est parce que, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi acceptons nous l'ingérence africaine? C'est parce que les organisations régionales, l'Union africaine comme la SADC, ce sont des syndicats de présidents en exercice. Dites-moi un seul pays, particulièrement ici chez nous en Afrique centrale ou australe, dont le président a été déboulonné par l'Union africaine ou par la SADC. Non, il n'y en a pas. Ils protègent simplement leurs intérêts? Ils protègent leurs intérêts, leurs amis. Et c'est là où j'ai toujours dit, madame, et Etienne Tshisekedi l'avait dit, le jour où le peuple congolais comprendra qu'il ne doit pas être derrière les vedettes, derrière les stars, ce sera la délivrance. Il n'y a aucun pays au monde qui a été libéré par les puissances étrangères. Lorsque les puissances étrangères viennent en relations internationales, il n'y a pas d'amis, il n'y a que deux intérêts. Et même lorsqu'ils peuvent se réunir à Brazza, ils peuvent se réunir là où ils voudront, c'est pour leurs propres intérêts. Mais je fais un rêve, madame. Un jour, Kinshasa a au moins 12 millions d'habitants, 14 millions comme on dit. Que 7 millions de Congolais descendent sur terrain. Quelle est l'armée qui peut leur tenir tête? Lubumbashi a 4 millions. J'ai lu votre message. Oui. Lubumbashi a 4 millions d'habitants. C'est pas l'incitation à la violence? Non, ce n'est pas l'incitation à la violence. Donc c'est pour vous dire qu'il faudrait que le peuple seul se prenne en charge. C'est qu'ils vont signer, vous avez vu... l'acte d'engagement. L'acte d'engagement. Signé que par le FCC. Hein. Signé par le FCC. Parce que l'auteur des violences, c'est qui? C'est le FCC. Et depuis tout ce temps, depuis 2011, vous allez constater que le régime en place n'a pas préparé les élections. Il ne s'est pas préparé aux élections. Le régime en place s'est préparé à la répression. Tous les armements lourds qui ont été achetés dans l'ex-Union soviétique, tout ce qui a été acheté là, et même les véhicules qui ont été donnés aujourd'hui à la CENI, les hélicoptères, vous comprendrez que... Et hier, pourquoi un problème pourra se poser aujourd'hui de participation à ces élections? Vous avez vu l'intimidation qui a été organisée sur la ville, des cachots ambulants, des prisons ambulantes, de l'eau chaude. La première mesure de Félix Tshisekedi, ce sera de fermer ces cachots de la nerf. Hein. Mais maintenant, au-delà des cachots que nous avons, le gouvernement nous a amené des cachots ambulants. Des cachots ambulants, vous avez vu, on a même mis les splits domestiques à ces véhicules-là. Ça circulait, ça a intimidé les gens. Et vous comprenez que le régime, le FCC, s'est préparé à réprimer, s'est préparé à tuer encore, et s'est préparé à creuser encore de nouvelles fosses communes où la population sera enterrée. Martin Fayoulou et Félix Tshisekedi n'ont pas signé cet acte d'engagement. Pratiquement, ça veut dire quoi? Donc, ils ne respecteront pas, comme ils l'ont dit, le verdict des urnes. S'ils disent que c'est pas ça, ils vont, si la CENI, par exemple, proclame tel ou tel candidat et que c'est pas dans leur acceptation, ils vont pas l'accepter comme ça. Non, à ce niveau-là, s'ils ont refusé, c'est pourquoi? Parce que... Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils refusent? Ils devront appeler la population à réclamer
la vérité des urnes. On l'a fait en 2006-2011, mais rien n'est fait. Est-ce que vous avez dit que cette population congolaise est capable de revendiquer ses droits, de se battre pour ses droits? On ne l'a pas fait en 2011. La vedette que nous avions, les fixes d'heureuse mémoire, Etienne Tshisekedi avait demandé, voilà la poignée à bébé. La population était prête à prendre en charge sa propre victoire, qui lui a été ravie une fois de plus. Donc la population était prête à le faire. Mais parce qu'il y avait des gens de qui on devrait attendre les mots d'ordre qui pouvaient venir. Et aussi longtemps que nous aurons ces gens-là qui doivent donner leur mot d'ordre et que la population ne comprendra pas. Mais je sais aussi qu'il y a un véritable problème. Parce qu'il y a eu certains politiciens, notamment les opposants, qui, eux, ont attendu que ces mots d'ordre, que la population meure, ils ont marché sur les cadavres pour aller occuper la primature, comme les Tchibala, les Badibanga et consorts. Les gens qui ont attendu que les Congolais meurent, ils ont marché sur le cadavre pour devenir ministre de l'enseignement primaire, de l'enseignement supérieur universitaire, pour devenir ministre du commerce extérieur, pour devenir vice-premier ministre et ministre de Transport et des Communications. C'est là que j'en appelle à ces leaders de l'opposition de se réconcilier avec le peuple. Et j'ai vu que ça a été fait. Parce que durant la campagne, vous avez vu l'engouement qu'a créé la descente de Fayoulou comme de Félix Tshisekedi sur le terrain. Vous avez compris, c'est presque un plébiscite, Fayoulou l'a dit, où vous sentez que les gens ont dit non. C'était presque un référendum où les gens vous ont dit, nous avons besoin du changement, on n'a pas besoin de la continuité. Est-ce que, politique fiction, Joël Cadet, nous savons comment en Afrique ça se passe, hein? Les estimations, les premières estimations, c'est dans quelques heures, dans quelques jours. Comment ça va se passer selon vous? Ça sera un peu comme au Kenya, est-ce que les gens seront prêts à accepter? Parce qu'on a voté avec cette MAV, c'était sans la MAV, après avec ou sans la MAV, maintenant c'était avec la MAV. Est-ce que les gens seront prêts à accepter les résultats qui sortiront de ces MAV? On est obligé de les accepter dans la mesure où la vérité des urnes sera également respectée. Si on ne sait pas respecter cette vérité des urnes, on va voir d'ici demain, nous aurons un peu les rapports de tous nos correspondants éparpillés sur toute l'étendue du pays, ce qu'ils nous diront de la manière dont les choses se seront passées, on va comprendre. Mais si on vole encore une fois de plus la victoire du peuple, le peuple devra en principe se prendre en charge. Mais vous avez vu déjà que le CESAC a lancé pratiquement encore aussi un message de menace aux médias qui ne devront pas relayer. Mais lui le CESAC lance les messages aux médias pour ne pas relayer, mais si déjà une revue lue à Kinshasa nous déclare déjà que Chadari est élu avec 58,35%, alors comment ça va se passer? Si une telle revue proclame, c'est déjà avec précision que M. Chadari serait élu avec 58,35%. Comment le CESAC peut nous interdire à nous de faire des estimations? Non, mais c'est à ce niveau-là que tout a été préparé pour réprimer. C'est pourquoi je vous dis que le gouvernement, les institutions qui l'accompagnent ou qui accompagnent le régime ne se sont pas préparés à affronter le peuple pour que le peuple puisse exprimer réellement sa volonté, que sa volonté soit respectée. Mais par contre, le gouvernement et les institutions qui accompagnent se sont préparés à réprimer. Réprimer les médias, parce qu'on sera obligé de tendre le micro lorsque les résultats seront proclamés. On ira entendre la réaction de Félix Tshisekedi, on entendra la réaction de Martin Fayoulou, on entendra la réaction de Mokia. Alors, comment est-ce qu'ils vont nous interdire de faire passer leur message? Avant de passer à autre chose, au Conseil de sécurité, pour les prochaines élections, nous sommes les historiens du temps présent, comme on dit, nous avons eu 21 candidats. Oui. Mais nous nous sommes rendus compte qu'il n'y a eu que 3. En fait, le challenge, c'est en 3 candidats. Est-ce que prochainement, la CENI ou l'organisation qui préparerait les élections ne doit pas tenir compte aussi d'autres facteurs? Parce que où sont passés les 17 autres? On ne les a pas sentis sur le terrain. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, ils étaient présents, sur les plateaux de télé et tout ça. Mais sur le terrain, ce contact avec le public, ça ne passait pas. Alors, est-ce qu'on ne peut pas réduire le nombre de candidats présidents pour permettre à ceux qui sont vraiment plébiscités de battre campagne calmement? Et je ne sais pas comment ça va se passer. Non, mais il y a eu des calculateurs comme les Kikouni, les autres
les Chekomba ainsi, qui s'étaient lancés dans la course, espérons qu'il y aura des pourparlers, espérons qu'il y aura des conciliabules. Lui, c'est désisté à la dernière minute. Oui, il a quitté même le processus électoral. Oui, vous les avez vus, il n'était actif que sur les réseaux sociaux. Tout ce à quoi il s'attendait, c'était les conciliabules. Il s'attendait à ce qu'il y ait des arrangements. On tiendra compte des candidats présidents de la République. Avec les 100 000 $. C'est comme ça. Et dans la plupart des cas, beaucoup ont été là tout simplement poussés par le régime, évidemment, pour perturber tout simplement le processus, pour perturber les calculs, et ils ont joué leur rôle et ils l'ont réalisé. Ils ont atteint leur objectif. Maintenant, ils ont inscrit leur nom dans l'histoire. C'est comme les Kachala, c'est comme les Andeka, c'est comme les Adam Bombole, c'est comme les Kakes. Est-ce que vous les entendez encore aujourd'hui? On parle des Kakes, vous l'avez vu où? Et donc, ils ont joué un rôle qui leur a été attribué, celui de perturber les processus. Bon, heureusement que les trois qui étaient très actifs leur ont barré la route, mais j'ai vu il a battu quand même campagne ici à Kinshasa, il a tenu les meetings à son état-major à Gombe. Donc, espérons que prochainement, c'est là que je retourne à ce que Mobutu avait proposé. 3 partis politiques. Vous avez un multipartisme à 3, vous avez un parti de gauche, vous avez un parti de droite, vous avez un parti du centre. Comme ça, le choix est bien clair. Et chaque parti développe un idéal. Et je crois, à l'allure où vont les choses, j'espère que ceux qui vont aller au Parlement pourront revoir un peu la Constitution de telle sorte qu'on n'ait pas ces petits partis mallettes qui ne profitent qu'à leurs dirigeants. Et d'ailleurs, vous allez voir un autre élément. Regardez qui sont suppléants. Nous sommes journalistes, si on peut mener cette enquête-là. Voyez qui sont suppléants de tous les députés. On ne les a même pas présentés, ça sera leur famille. On sait déjà comment ça se passe. Ses épouses, ses cousins, ses neveux, ainsi de suite. On sait déjà comment ça se passe. C'est du commerce. Nous allons terminer, je crois, avec l'émission est éminemment politique. Donc, nous allons parler un peu de l'ONU. L'ONU ne peut parler que de la République démocratique du Congo. Nous sommes un grand pays, qu'on le veuille ou pas. Nous pesons avec nos minerais, avec nos eaux, avec tout ça. Même si on ne tient pas compte de la population, on aime le Congo, mais on n'aime pas le Congolais. Moi, j'ai dit et je l'assume. Parce que c'est quand même vraiment paradoxal d'être assis sur des mines d'or et avoir une population la plus pauvre du monde, parmi les plus pauvres. Et évidemment, la ville morte, ce qui, selon une certaine presse, a fait flop. La ville morte de la Mouka qui a fait flop à Kinshasa seulement. Et moi, je leur ai dit, Kinshasa n'est pas la République démocratique du Congo, parce que le monde a été largement suivi dans les villes de l'Est, de Beni, de Butembo et ailleurs. Voilà, nous avons terminé par ça. Plus de détails assis, s'il vous plaît. Tout en prenant acte du report des élections présidentielles, législatives, provinciales, initialement prévues pour le 23 décembre par la CENI au 30 décembre prochain, les 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont appelé les acteurs politiques congolais à travers une déclaration de presse publiée dans la nuit du samedi à dimanche au dialogue continu afin que cette extension permette de créer des conditions favorables jusqu'à ce que les électeurs congolais puissent voter en toute liberté le dimanche 30 décembre prochain. Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont également appelé toutes les parties prenantes au processus électoral à s'engager de manière pacifique et constructive en vue de garantir des élections crédibles, libres, transparentes et apaisées en RDC, conduisant à un transfert de pouvoir en conformité avec la Constitution congolaise et à l'accord du 31 décembre 2016. Exprimant leur soutien aux efforts de la CENI pour s'assurer que tous les préparatifs logistiques des élections soient achevés au jour de l'élection, les 15 membres ont rappelé la disponibilité de la MONUSCO d'adopter son appui si la demande est exprimée. Le Conseil de sécurité de l'ONU a réaffirmé son attachement à la souveraineté, à l'indépendance et à l'intégrité territoriale de la RDC. Les 15 membres ont par ailleurs adressé leurs condoléances aux familles des victimes, parmi lesquelles on compte des pilotes russes de l'accident d'un avion affrété par la CENI pendant des opérations de préparations électorales. Pour rappel, les élections prévues pour le dimanche 23 décembre ont été renvoyées au dimanche 30 décembre prochain
en raison des circonstances exceptionnelles constitutives des cas de force majeure occasionnés par l'incendie qui avait ravagé l'un des entrepôts de la CENI et avait consumé 8000 machines à voter à Kinshasa. Ces images ont été tournées dans la matinée de ce vendredi sur la route Matadi dans la partie ouest de Kinshasa, la capitale. Selon l'observation faite par quelques Kinois rencontrés, la ville morte telle que décrétée par la coalition Lamuka n'a pas été au rendez-vous. D'habitude, s'il y a ville morte, la circulation est timide, il n'y a pas les transporteurs, surtout vous ne les voyez pas, ni les particuliers non plus, mais ce matin, nous assistons à la circulation normale des transporteurs. Par rapport à la ville morte, il y a Zalaka, Nenge Bangsa, Batoubeto, la Moni Penza, et Bangsi Penzate. La boutique Ming Bafon, la Raba 7h30, bon, le roi 7h30, n'est pas quitté, bon, n'est pas noté, ce qui va fond. Bon, on a moins que circulation normale pour notre transport et ça là. Ces arguments sont rejetés par ceux-ci. Ils affirment par contre que le mot d'ordre de la ville morte a été bel et bien respecté. Pour cet homme, à quelques jours de festivités de fin d'année, la population a du mal à suivre un tel mot d'ordre. Nous sommes dans une période de festivités, de nouvel an qui arrive déjà bientôt là. Et donc les gens sont un peu pressés, puis surtout que c'est les derniers jours de la semaine, vous comprenez. Par rapport à ce temps ici, ça peut aussi faire en sorte que les gens puissent aller chercher leur paix quotidien et surtout préparer les festivités qui arrivent. Malgré cet appel de la Mouka, les Kinois attendent impatiemment ce 30 décembre afin de voter utile. Joël Kanedanga, flop ou top, selon vous avez sillonné les artères de la ville de Kinshasa. Ça a été respecté le mot d'ordre selon vous? Non, moi je crois que c'était un très très mauvais calcul dans le chef de la Mouka. On était à 3 jours de fin de l'année. Les parents ont absolument été obligés de sortir et qui trouvaient un petit habit pour son enfant, c'est la bonne année, qui trouvait un poulet, qui trouvait du riz. Donc c'était très difficile que les mots d'ordre soient respectés. Mais à l'est de la République, vous avez suivi comment la ville morte s'est transformée vraiment aux échauffourées avec la police et tout ça. Ils sont concernés, ça ne pouvait qu'être normal, ils sont concernés. D'abord, ils ont toujours été la cible du pouvoir, on les a insultés, on les a attaqués, surtout que d'aucuns pensent que ça fait partie d'une stratégie de céder Beni Butembo au Rwanda, où déjà il y a une très très forte influence. J'ai suivi les députés Mouindo qui a dit d'ailleurs qu'on aimerait... Il était très dur, il a dit que le régime voudrait que Goma soit dirigé par un Hutu. Bon. Je crains vraiment, mais c'était mal calculé. En tout cas, de mon point de vue, c'était mal calculé. Est-ce que c'est encore une bonne politique, les villes mortes? Parce qu'à l'époque d'Étienne Tshisekedi, quand il lançait le mot d'ordre de ville morte, c'était vraiment la désolation la plus complète. Félix a réussi 1 ou 2 fois, on a vu l'expérience, mais après, les gens, est-ce qu'on ne s'habitue pas à ça? Et puis on se dit, mais après, les gens disent toujours, et après, et après. Ça n'a plus le même impact. Madame, en face d'un dictateur, lorsque vous y allez avec, bien sûr, la non-violence, ça doit nous caractériser les actions. Mais on mène particulièrement en ce qui concerne la ville morte. Nous avons une population qui trime dans les chômages à 90%. Bon, ça, quel impact? Parce que quand on fait ville morte, c'est pratiquement une grève générale. Si vous avez des gens qui sont engagés dans des entreprises, dans la fonction publique, mais ici, même ceux qui travaillent dans la fonction publique, allez-y dans le bureau, vous verrez qu'ils ne viennent que pour signer. Même ceux qui travaillent, ils ne travaillent pas, il n'y a pas du travail dans le bureau. Et vous pouvez circuler, avec vous, on est sur le terrain. Donc vous constaterez que même ceux qui travaillent, donc ça n'a
pas tellement de... C'est là où je me suis dit, vous avez quelqu'un qui a travaillé dans le service et qui a d'ailleurs mis en place les stratégies de répression comme le patriarche Pierre Lumbi. Mais je crois qu'ils devront trouver l'antidote. Parce que ce sont eux qui ont construit ces régimes monstres, qui l'ont fabriqué, qui ont construit cette forteresse qu'on appelle Kabila. Ce sont eux. Mais ils ont le secret. Ce sont eux qui peuvent démonter cette forteresse parce qu'ils en savent le secret. Alors vous venez avec les méthodes dont, quand l'homme est dans son salon, il se moque. Il dit, bon, après il est arrivé vendredi le soir, il dit, bon, ça m'a apporté quoi? Et dans une interview qu'il a encore accordée à un média étranger, vous avez senti que même son ardeur de la parole a augmenté. Donc je crois que nos amis, les Mouzito, le patriarche Pierre Lumbi, qui a d'ailleurs, durant le mandat de qui Etienne Tshisekedi était séquestré dans sa maison, il a été patron de la SNS, du CNS. Je crois qu'ils devront nous trouver l'antidote de la destruction de la forteresse qu'eux-mêmes ont construite. L'ONU avec la RDC, quel genre de relation il y a le Conseil de sécurité prend des résolutions. Est-ce que pour vous, ça a un impact direct avec la RDC ou c'est simplement leur monotonie de travail, ils doivent travailler, ils doivent justifier leur salaire et tout ça? Madame, vous avez vu dans le cas de Charpe catalan, l'ONU, Guterres a caché le rapport au Conseil de sécurité et le rapport qui a été élaboré ici par la police de la MONUSCO, on l'a caché. Et l'ONU a tout fait pour que ces faits ne soient pas portés. Et qu'est-ce que le haut-commissaire aux droits de l'homme dit aux familles des Catalans et de Charpe? Et il dit, bon, c'est déjà arrivé, c'est de leur faute, ils sont allés sans se faire couvrir, sans se faire accompagner. Mais ce qui était faux, c'est là où je vous dis, Madame Paulette, notre population devra comprendre qu'on ne doit pas se réjouir de ce que Bruxelles a dit, mais elle le dit souvent, de ce que Londres a dit, Paris a dit, de ce que Washington a dit. Les Nations Unies, c'est autant la République démocratique du Congo qui en est membre, qui doit défendre son propre intérêt. Et les Nations Unies ne peuvent intervenir que si on sent que cette population, ce peuple, est engagé pour sa libération. Mais si nous continuons à voir ce même peuple qui attend que les Chimanga sortent, qui attend que les Kapangala sortent, et vous êtes à la maison pour distribuer les photos derrière votre petit téléphone, en train de regarder ce qui se passe sur le terrain, en train de distribuer les photos des gens qui tombent, et d'aller rendre visite après aux familles de ceux qui sont morts, vous prendre les photos. Si nous avons ce peuple, je vous dis qu'encore 30 ans, nous serons dans l'esclavage. De la même manière que nous avons souffert pour étudier, pour faire étudier nos enfants, de la même manière encore nos enfants vont souffrir. C'est là où, si chaque Congolais dans son fort intérieur doit comprendre que cette affaire me concerne et que nous devrions nous lever comme Néhémie a dit, lèvons-nous et bâtissons notre pays. S'il y a ceux qui doivent travailler et de l'autre côté vous avez les observateurs qui vous regardent et qui vous critiquent, bon, eux nous connaissent parce qu'on est sur le plateau de la télévision ici. Nous on ne les connaît pas, mais qui pensent qu'eux doivent rester dans leur maison. Quand on dit marche, quand on dit ville morte, bon, eux peuvent sortir. Nous allons continuer à souffrir tous. C'est là où j'en appelle que notre peuple comprenne qu'il est temps que lui seul puisse se prendre en charge sans les vedettes, sans les stars devant C'est vrai lui. qu'on a mis l'accent beaucoup plus sur la politique, mais l'économie quand même, jeune, nous sommes en cette fin d'année. Pour vous, comment vous analysez un peu notre économie ces derniers temps, Joël Cadet? Toujours à la baisse, nous sommes toujours en train de... Nous sommes en train de descendre encore, Même le secteur minier, même avec le changement du code minier, le secteur agricole, tout est vraiment... Non, vous avez vu particulièrement que les unités, ils ont connu une certaine hausse de tarification. Vous constaterez qu'aujourd'hui, lorsque vous achetez un peu, ça va très vite. Vous constaterez qu'au marché, il n'y a pas eu engouement pour... c'est la période où dans les grands marchés, les mamans vont acheter les habits pour les enfants. Allez poser la question, vous pourriez mener une enquête, nous l'avions fait. Vous constaterez que... il n'y a pas d'argent, les gens n'ont pas d'argent. La souffrance a encore atteint un niveau beaucoup plus élevé. Même tous les chiffres qu'on nous balançait, la maîtrise du cadre macroéconomique, on en a, c'est parce que... Oui, c'est parce que... le cadre a volé en éclat. Non, c'est parce qu'on n'a pas payé la dette intérieure. Aujourd'hui, il suffit
particulièrement pour les miniers, qu'on paye la TVA, qu'on fasse le remboursement de la TVA, c'est 1 milliard, c'est plus d'1 milliard de dollars. Les réserves que nous avons à la Banque centrale, c'est 800 millions, à ma connaissance. Donc, il suffit qu'aujourd'hui, que le gouvernement dise, je paie régulièrement les salaires, je paye la TVA, mais on n'aura plus rien. Donc, nos amis qui ont exporté, n'est-ce pas, les devises ailleurs, ça pèse maintenant sur nous sommes à la fin, en tout cas, Freddy Kipimo nous signale, mais une question de curiosité, un internaute m'a dit de vous poser cette question. L'émission est interactive. Pourquoi Joël Kadedanga n'a pas postulé pour la députation, soit nationale ou provinciale, double brassard, comme on dit? Pourquoi? Non, j'ai des amis qui ont postulé, Christelle Vouanga, Pi Gérard, Mike Moukebaï, Daniel Safou. Je crois que c'est une profession, nous l'avons aimée, c'est par passion, on a aimé cette profession qui nous a accueillis. Je ne regrette rien de la manière dont je contribue. Les amis qui sont partis, ils auront également besoin de nous, autant que Dieu le permettra, parce que nous évoluons seulement avec ce que Dieu nous communique. Nous le ferons. Vous m'avez dit que c'est à 50 ans que vous allez vous lancer. C'est donc dans 2 ans qu'ils attendent, ils pourront nous retrouver. Mais je crois que je suis encore utile à ma nation en portant encore votre micro et en tenant ma plume à main. En répondant en tout cas cordialement à nos invitations. Merci donc à Joël Kadedanga. Je vous souhaite encore les meilleurs vœux pour l'année 2019. Donc je profite aussi de l'occasion, c'est la toute dernière émission, pour présenter mes vœux à notre boss, le numéro 1 de Congo Web Télévision, à Gabriel Chabani et à sa femme. Merci en tout cas et meilleurs vœux. Merci pour cet espace qui nous permet en tout cas de parler aisément. En tout cas pour moi, c'est la chaîne numéro 1. La liberté d'expression. Non, tout à fait. Ici, il y a c'est tout ce que j'aime chez Gabriel Chabani. En tout cas, chez nous, c'est le journalisme pro. Hein, malgré la ligne éditoriale, mais c'est le journalisme pro. Merci à vous, Gabriel Chabani, pour, je le répète, pour cet espace de liberté. Bonne fête, en tout cas, et meilleurs vœux pour l'année prochaine à celle qui m'habille, en tout cas. Merci à vous, merci à mes couturières, merci à Fanny Mandina, merci à Marcia Création, merci à Karine Kandou, merci à Karine Pala et merci à Chéri et Sam. Merci à vous pour vos belles tenues. En tout cas, vous nous sublimez à la télévision. Nous sommes partenaires, nous l'avons dit. Nous vous vendons aussi. Merci à vous. Merci en tout cas et meilleurs vœux encore à toute l'équipe technique qui participe en tout cas à la réalisation de cette émission. Sans elle, vous n'aurez pas les belles images. Merci à Freddy Kipemo, à Gilles Chibambe, à Rassis, merci à Guy Lukoki, merci à Papi Mandeke, merci à tout le monde et merci encore à tous nos confrères. Meilleurs vœux à tous nos confrères de Congo Web Télévision et merci en tout cas à ceux du web. Hein. En tout cas, moi je l'ai dit encore souvent. En tout cas, grâce à vous, nous avons des informations. Je ne vous remercierai jamais assez. Merci à ces jeunes loups, moi je les appelle ainsi, à ces jeunes loups. Merci à Stani Boujakera, merci à Edmond Izouba, merci à Passion Ligodi, merci à Israël Moutala pour votre travail sur le terrain. Merci à Rachel Kitita, on ne vous oubliera pas, vous êtes vraiment des journalistes de terrain. Et encore un grand coucou à une grande dame, je l'appelle maintenant ainsi, Ange Kassongo Adie depuis la France, celle qui fait notre fierté en France. Nous vous retrouverons, mesdames et messieurs, l'année prochaine déjà. Inch'Allah.